Cette attitude signifie le socialisme imposé aux populations contre leur volonté, si cette voie est la seule possible. De plus, pour déraciner les bases de la défense personnelle, il est nécessaire de l'identifier avec la croyance en un seul Dieu. Cette politique, à l'époque, devait ouvrir les portes aux différentes expérimentations du contrôle de l'esprit, qui devaient s'intensifier surtout à partir des années 60. En outre, la réinterprétation et le déracinement éventuel du concept de bien et de mal, relié à sa base aux croyances religieuses chrétiennes, de même que ce concept est aussi à la base de l'éducation de l'enfant, sont les objectifs de pratiquement tout ce qui est compris sous le terme psychothérapie. D'ailleurs, le directeur de la police secrète soviétique des années 30 expliquait très clairement ce que devait être, à l'époque, la stratégie politique communiste, à travers les soins pour traiter la santé mentale par la psychiatrie. La psychopolitique est l'art et la science d'établir et de maintenir un contrôle sur les pensées et la loyauté des individus, des officiers, des bureaux et des masses populaires. De même qu'un moyen assuré pour conquérir les nations ennemies à travers les soins pour la santé mentale. Vous devez travailler jusqu'au jour où chaque professeur de psychologie enseignera, consciemment ou inconsciemment, la doctrine communiste sous le déguisement de la psychologie. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, c'est elle qui pousse toutes ces campagnes de vaccination à travers le monde, soi-disant pour guérir les maladies, alors que c'est pour empoisonner et réduire les populations. Alors, vous voyez, ce sont nos dirigeants, ceux qui disent avoir notre santé à cœur. Si nous regardons maintenant dans le manuel d'instruction russe de la guerre psychopolitique, nous verrons au chapitre 9, les opérations psychopolitiques devraient être constamment en alerte aux opportunités d'organiser des centres communautaires pour la santé mentale. D'un autre côté, sous le Programme national de santé mentale des États-Unis, entre 1975 et 1979, il y avait environ 600 de ces centres communautaires de santé mentale à travers le pays. Ce programme avait été initié à sa base par le Dr Stanley F. Yole, qui en 1969 était le directeur de l'Institut national de santé mentale. Celui-ci, d'ailleurs, avait même déclaré à l'époque que le meilleur moyen de traiter un patient était de le mettre en situation de contact avec ses parents et ses amis dans un centre local. Évidemment, viendra un jour où les croyants, considérés comme étant une menace à la communauté internationale, devront être traités dans ces centres où interviendront leurs familles et leurs amis. Ces derniers, avec l'aide des psychiatres du Nouvel Ordre mondial, tenteront par tous les moyens de guérir ces patients de leur supposée maladie mentale qui sera de croire en un seul Dieu. Voici comment fonctionne ce programme. Dans le milieu des années 50, il y avait une bizarre chaîne d'événements. Aux environs de 1956, l'Alaskan Mental Health Bill fut proposé et même fut adopté. Il reçut 12 millions et 1 million d'acres de terre publique. Ceci n'était d'autant pas normal lorsque l'on considérait que l'Alaska, à l'époque, n'avait que 400 patients déclarés sur le plan de la santé mentale. Par la suite, l'Alaska adopta son Public Health Service Draft Act portant sur l'hospitalisation des personnes atteintes de maladies mentales ou considérées comme telles. Cet acte a ceci de particulier qu'il n'y a rien de prévu pour un procès devant jury ou quoi que ce soit de semblable pour quelqu'un soupçonné de souffrir de maladie mentale. Uniquement sur déclaration et sans vérification préalable,
Cet acte permettait la détention et l'envoi dans un asile avec confiscation de tous les biens personnels et de propriété de toute personne soupçonnée d'avoir des problèmes mentaux. Ceci fut tenté dans le cas de Ford vis-à-vis Melinak en 1954. Ce même acte existe encore aujourd'hui sous le nom de Uniform Mental Health Act, auquel 6 États ont même souscrit. Alors, on est 11 ans plus tard, alors vous pouvez comprendre un peu ce qui s'est mis en place depuis ce temps-là. Celui-ci implique la détention pendant une période de 90 jours pour examen, sans accès à un avocat, de toute personne soupçonnée de souffrir de problèmes mentaux. Aujourd'hui, sous les nouvelles lois de Obama, ils peuvent nous détenir indéfiniment, sans que personne ne sache ce qu'on est. Cet acte permet d'ailleurs au gouverneur, en fonction de l'État, de pouvoir faire ramasser n'importe qui et de le faire envoyer dans un centre pour santé mentale, même jusqu'en Alaska. Alors, comprenez-vous là, que vos informations médicales qui sont supposées être personnelles entre vous et le médecin, qu'en fin de compte, c'est une grosse farce? Parce qu'ils ont accès à notre dossier médical pour être capable de savoir puis de nous criminaliser ainsi. Alors, tous vos secrets, vos états d'âme que vous êtes allés devant dans le bureau du médecin, devant un supposé spécialiste en blouse blanche, bien, toutes vos informations ne servent qu'à pouvoir vous incriminer dans le futur. Alors, alerte, alerte, allume. Il est possible de trouver la prolongation de cet acte dans les déclarations du psychologue réputé R.D. Laing, auteur de Politics of Experience. Celui-ci déclara dans la revue Omni, à la fin des années 60, il devint évident pour les listes ayant des responsabilités dans le contrôle des populations que de placer des gens dans un endroit précis et le maintenir à cet endroit pour la vie n'était pas du tout effectif au niveau des coûts impliqués. L'administration Reagan, en Californie, fut l'une des premières à réaliser cet état de fait. Donc, ils furent obligés de repenser tout le processus en question. Ils avaient été conduits dans le chiffre, à savoir ce qui est dit aux populations et ce qui est pratiqué par les exécutifs en charge du contrôle de la santé mentale. Le problème prévalait en Europe et dans les pays du tiers-monde. Pour mieux comprendre ce qui survint alors, il n'y a qu'à se référer au livre de référence DSM-3 de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3e édition, publiée par l'Association psychiatrique américaine. Transcrit en termes économiques et politiques, la maladie mentale signifie comportement et état mental indésirable. Le critère pour la maladie mentale, tel que décrit dans le DSM-3, inclut toute expérience inhabituelle de perception, la pensée magique, la clairvoyance, la télépathie, le 6e sens, le contact sensoriel avec une personne non présente. Ça se peut que ça ait été réformé depuis, mais je vous donne ce que j'ai comme information en 1995. Il vous est permis, selon ce manuel de l'Association psychiatrique américaine, de sentir la présence d'un parent décédé pour une période de 3 semaines après sa mort. Au-delà de cette période, cela devient un critère pour juger de votre santé mentale. Il n'y a pas d'exemple exceptionnel. Un mandat pour soustraire qui que ce soit de ses libertés civiles, pour appliquer l'incarcération involontaire, la chimiothérapie, les chocs électriques, 3 petits points, et la stérilisation, 3 petits points. En premier lieu, les perceptions extrasensorielles, le 6e sens, et la perception de la présence d'une personne n'étant pas là,
Tout cela se réfère aux expériences religieuses et spirituelles. Sans perception spéciale, alors comment établir une relation avec Dieu, par exemple? En deuxième lieu, si nous nous reportons au Uniform Mental Health Act, il devient évident de comprendre ce qui arrivera à toute personne maintenant ses croyances avec Dieu. Cette politique de santé mentale des Nations Unies donnera naissance dans les années 60 à des phénomènes majeurs, tous regroupés sous le terme Flower Power, qui faisait la promotion de la fin de toute guerre, de la mort du passé et de toutes les valeurs morales reliées à celui-ci, de la mort de la famille traditionnelle, de l'ouverture aux expériences sexuelles les plus diverses, à la naissance des mouvements pour la paix et l'écologie. Puis ça, il y a le grand sataniste Aleister Crowley qui était derrière tout ce mouvement. Alors, faut pas s'attendre qu'on va voir quelque chose avec une moralité, puis avec une vision d'un monde meilleur. Quand c'est le monde de Satan qui gère toutes choses, on ne peut pas s'attendre à rien de bon. Pendant que la majeure partie des gens avaient leurs esprits accaparés par le vent de la nouvelle liberté illusoire qui soufflait alors sur l'Amérique, les agences gouvernementales de l'époque se sentirent les mains libres pour déployer leurs différents programmes pour le contrôle de l'esprit loin du regard du public. Voyez-vous, pendant qu'on a amusé les foules, les autres travaillaient fort pour mettre en place tout cet agenda luciférien. D'un côté, il y avait l'émergence d'une classe d'individus qui, sans aucun passé criminel et armés d'armes militaires, se mirent à tirer sans raison apparente sur des foules un peu partout. Certains d'entre eux prétendaient même avoir entendu la voix de Dieu. Entre parenthèses, technique du voice synthesis. Alors, ce sont des technologies militaires qui sont utilisées par le camp ennemi afin de faire croire que la violence augmente partout dans le monde. Puis un des agendas qui découle de ça, c'est le désarmement de population afin d'apporter la sécurité dans les villes ou dans les pays. Mais comme on sait, le désarmement mondial est un agenda des Nations Unies pour tous les pays. Et c'est un agenda qui est très avancé. Alors ça, c'est une des raisons. D'un autre, il y eut les meurtres de masse reliés à des cultes religieux ou sous la poussée d'idées religieuses. Alors on peut penser à Jim Jones, qui a tué plus de 900 personnes au nom de la religion. Ensuite de ça, on a Waco, où on a tenté de faire croire que ces chrétiens étaient de dangereux criminels alors que c'était une pratique militaire. Alors, il faut analyser toutes choses. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez trouver sur une très bonne série en anglais sur justement qu'est-ce qui s'est passé à Waco, et tout est très bien expliqué sur cette pratique militaire qui a passé pour mousser la haine des chrétiens dans le fond, pour faire passer les chrétiens pour de mauvaises personnes, de dangereuses personnes. D'ailleurs, l'auteur de l'Encyclopédie du meurtre moderne, publié en 1983, écrira: « Nous appelons crimes sans motif réel si ceux-ci ne semblent apporter rien à leurs auteurs. » Avant 1960, ces crimes étaient rares, et ceux qui apparurent alors appartiennent à la fin de la décennie. Ce genre de guerre psychopolitique anti-religieuse a fait partie pendant des années de l'agenda communiste avant d'être exporté aux États-Unis par le biais des Nations Unies. Avec l'aide de la couverture des médias officiels, cela a fini par amener le public moyen à croire que le vieux monde de violence relié aux croyances religieuses devait se terminer et être remplacé par une nouvelle croyance internationale rattachée à un nouvel ordre.